Bonjour à tous, bienvenue dans ce topo d'hépatogastro-entérologie. L'objet de ce jour, c'est l'item 274 qui traite de la lithiase biliaire et de ses complications. Pour bien comprendre ce chapitre, il faut commencer par revoir l'anatomie de la voie biliaire. Au niveau hépatique, de nombreux petits canalicules viennent former les voies biliaires intrahépatiques qui se regroupent ensuite en voie biliaire intrahépatique droite et gauche. Elles se rejoignent ensuite pour former le canal hépatique commun, toujours en intrahépatique. Le canal cystique, lui, il permet la communication entre la vésicule biliaire et le cholédoque. Si un calcul se coince en son sein, il pourra en résulter une cholécystite. Le cholédoque, lui, il se poursuit jusqu'au deuxième duodénum, où il est rejoint au niveau de l'ampoule hépatopancréatique, aussi dit ampoule de Vater, par le canal pancréatique commun, aussi dit canal de Wirsung. Cette ampoule, elle s'ouvre dans le duodénum sous forme d'une papille, la papille duodénale, que l'on cherche à cathétériser lors de la CPRE. L'ampoule est entourée d'un système sphinctérien, le muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique, que l'on cherche à inciser lors de la CPRE pour permettre l'évacuation d'un calcul notamment. C'est ce que l'on appelle une sphinctérotomie endoscopique. Quelques définitions et généralités concernant la pathologie lithiasique. C'est une maladie qui est très fréquente, 20% de la population générale qui va être atteinte, avec une incidence de plus de 60% passé l'âge de 80 ans. Mais il faut savoir que 80% des patients qui ont des calculs ne présenteront jamais de symptômes. Et chez 20% des gens qui auront des symptômes, on n'aura que 5% de complications. Parmi les complications qu'on peut citer, angiocolite, cholécystite, pancréatite aiguë. 3 types de calculs sont à retenir, les calculs cholestéroliques qui sont les plus fréquents, les calculs pigmentaires et les calculs mixtes. Alors, qui fait plutôt des calculs cholestéroliques? Ce sont plutôt les gens âgés, passés 60 ans, plutôt les femmes, plutôt les personnes en surpoids ou ayant eu des variations de poids importantes, récentes, la multiparité, les jeunes prolongés, notamment en réanimation ou chez les sujets qui ont une alimentation parentérale exclusive, l'hypertriglycéridémie, également certains médicaments qui favorisent, notamment les fibrates et les œstrogènes, car ce sont des médicaments qui vont contribuer à augmenter la saturation en cholestérol de la bile. Ensuite, on peut également retenir les causes génétiques avec la mutation du gène MDR3. Et pour rester dans un thème gastro-entérologique, les résections chirurgicales, notamment de l'iléon terminal chez les patients qui ont une maladie de Crohn, qui vont contribuer à la malabsorption intestinale des acides biliaires, pour lesquels on retrouvera donc une bile saturée en cholestérol. Par la suite, donc, on pourra parler des calculs pigmentaires, qui eux sont liés à la déconjugaison de la bilirubine. Ces calculs pigmentaires, ils sont favorisés par l'hémolyse chronique, par l'infection de la voie biliaire et par les obstacles biliaires, et également donc les origines géographiques. On retrouve peu de calculs pigmentaires en France. Enfin, les calculs mixtes, c'est l'association d'un calcul cholestérolique et d'un calcul pigmentaire. Au sein de la pathologie lithiasique, on peut donc commencer par une entité particulière qui est la lithiase vésiculaire symptomatique non compliquée. Au niveau de la clinique, on retrouvera une douleur typique de colique hépatique, c'est-à-dire une douleur brutale, intense, permanente, qu'on retrouve plus fréquemment au niveau de l'épigastre, voire au niveau de l'hypochondre droit, et qui peut irradier soit à l'épaule droite, soit à la fosse lombaire droite. Cette douleur de colique hépatique, elle dure quelques minutes à quelques heures, généralement c'est moins de 6 heures qu'on se fixe comme cut-off, et elle peut être répétitive. Il n'existe pas de fièvre et il n'existe pas d'ictère. La biologie doit être normale. Éventuellement, on peut retrouver juste une élévation plus ou moins importante des transaminases qui prédominent sur les alates en cas de migration lithiasique, c'est-à-dire en cas de passage d'un calcul au niveau de la voie biliaire principale, mais ce calcul est éliminé spontanément. L'imagerie, il faut juste réaliser une échographie qui sera très sensible pour la détection de petits calculs. On pourra retrouver donc une vésicule multilithiasique. Parfois, on peut également trouver des calculs au niveau de la voie biliaire principale, mais ce sont des calculs qui ne sont pas compliqués. On permet également la recherche donc de complications par l'échographie, une cholécystite, une dilatation du cholédoque, liée à un calcul enclavé au niveau de la voie biliaire principale. On parle parfois du signe de Murphy. Ce signe de Murphy, donc, c'est la douleur au passage de la sonde d'échographie. On peut également le rechercher cliniquement. Chez un patient en inspiration profonde, on retrouve une douleur provoquée à la palpation donc, de l'air vésiculaire. Dans le contexte aigu, la prise en charge d'une colique hépatique, elle s'oriente autour de l'antalgie des patients, idéalement par voie intraveineuse, par des antispasmodiques, fluoroglucinol, trimébutine, par des antalgiques classiques, paracétamol, néfopam, éventuellement par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est ce qui est précisé dans le collège de gastro, donc du kétoprophène. Attention cependant si on a un doute sur une infection sous-jacente. Attention également aux contre-indications habituelles des AINS. On n'oubliera pas, chez les patients qui ont plus de 65 ans, qui ont un antécédent d'ulcère gastro-duodénal, qui sont traités par aspirine, par corticothérapie ou par anticoagulant,
d'y associer des IPP simple dose. À distance de l'épisode, en général 1 mois, 2 mois, on s'assurera donc qu'on n'a pas d'obstacle au niveau de la voie biliaire par la réalisation d'un bilan hépatique ou d'une échographie. Si jamais on a un doute, on fera une bili-IRM ou une écho-endoscopie. Et une fois qu'on a éliminé une lithiase résiduelle de la voie biliaire, on pourra adresser le patient à un chirurgien digestif pour la cholécystectomie. Passons maintenant au domaine de la lithiase vésiculaire compliquée avec un premier élément qui est la cholécystite aiguë. La cholécystite aiguë, c'est une infection de la vésicule biliaire qui est due donc à un calcul bloqué soit au niveau du collet vésiculaire, soit au niveau du canal cystique. On a d'abord une inflammation, puis une infection. Cliniquement, on retrouve une douleur d'allure biliaire qui est plus prolongée que la colique hépatique, une douleur qui va durer plus de 6 heures, qui peut s'accompagner d'une défense ou d'une contracture. Et donc, on a un syndrome infectieux avec fièvre, éventuellement frisson. On pensera bien à réaliser des hémocultures. Biologiquement, on retrouve donc un syndrome inflammatoire biologique avec une hyperleucocytose APNN et une augmentation de la CRP. Le bilan hépatique est généralement normal, mais il peut également être perturbé, soit si on a eu affaire à une migration lithiasique, donc un calcul qui a migré au niveau de la voie biliaire principale et qui s'est éliminé tout seul. Généralement, sous 48 heures, on a une résolution de la biologie. Ensuite, il peut également être perturbé ce bilan hépatique en cas d'angiocolite associée, donc on ira bien rechercher une bilirubine, parce qu'une cholécystite peut s'associer à une angiocolite, et également on pourra rechercher une majoration de la lipase, car une cholécystite peut s'associer également à une pancréatite aiguë. Enfin, au niveau de l'imagerie, on réalisera une échographie, c'est le seul examen qui est indispensable, qui recherchera un signe de Murphy échographique qui permettra de nous conforter dans notre diagnostic clinique. Et par l'échographie, on recherchera un épaississement de la paroi vésiculaire de plus de 4 mm avec un aspect en triple feuillet. On recherchera également la présence de calculs au niveau de la vésicule avec un cône d'ombre postérieur et des signes éventuels de complications, un abcès au niveau de la vésicule qui pourra être évocateur si on retrouve une défense, ou alors un épanchement périvésiculaire ou une dilatation de la voie biliaire principale qui pourrait nous orienter sur une angiocolite associée. Cette diapositive juste pour fixer des images de cholécystite. À gauche, une image d'échographie. On voit donc la paroi vésiculaire épaissie avec présence d'un calcul vésiculaire avec son cône d'ombre postérieur. Et puis à droite, donc, vous avez la coupe de scanner. Alors, comment prendre en charge correctement une cholécystite aiguë? On commence par un traitement médical directement aux urgences. Un remplissage vasculaire associé à une antibiothérapie probabiliste par augmentin 1 g x 3 par jour. Chez les patients allergiques à l'amoxicilline, on pourra proposer de la ceftriaxone, qui est une céphalosporine de 3e génération, 1 g par jour, associé à un imidazolé, c'est le métronidazole, à la posologie de 500 mg x 3 par jour. Si on a un sepsis sévère ou un choc septique, on pourra ajouter un flash d'amicacine à la posologie de 15 à 20 mg kg et éventuellement de la tazocilline pour avoir une antibiothérapie à très large spectre. Ensuite, on adaptera secondairement cette antibiothérapie aux hémocultures prélevées aux urgences ou aux prélèvements péropératoires réalisés par le chirurgien. Le traitement chirurgical à proposer rapidement, c'est la cholécystectomie. Dans la même hospitalisation, on n'attend pas de refroidir plus que ça la cholécystite et on le fait donc dans les 72 heures, ce traitement chirurgical. Éventuellement, si on a une lithiase de la voie biliaire principale qui est associée, ou si on a une trop grosse perturbation du bilan hépatique, le chirurgien digestif peut être amené à demander au gastro-entérologue d'éliminer avant la cholécystectomie une lithiase de la voie biliaire principale, et donc ce sera fait par la réalisation d'une écho-endoscopie haute, plus ou moins donc d'une CPRE, en cas de lithiase de la voie biliaire principale détectée, ou en cas donc d'angiocolite associée. On rappelle, CPRE, gros risque de pancréatite aiguë quand même. Alors juste quelques spécificités à connaître toujours concernant la cholécystite aiguë. Il existe certaines formes de cholécystite aiguë qui sont des formes gangréneuses, qui sont à risque donc de perforation vésiculaire, avec donc péritonite biliaire localisée ou généralisée, et risque également donc d'extension hépatique de l'infection avec des abcès hépatiques, ce qui va prolonger la durée de l'antibiothérapie. Ensuite, autre entité, l'iléus biliaire. Alors l'iléus biliaire, c'est un syndrome occlusif qui est dû à un calcul enclavé au niveau du tube digestif, et ce calcul qui vient s'enclaver donc dans les suites d'une fistule bilio-digestive, c'est-à-dire une communication anormale entre la voie biliaire et le tube digestif. Au niveau du scanner, ce qui sera évocateur, bien sûr, la dilatation donc d'aisance grélique, la dilatation du duodénum, ou alors une dilatation colique. Également donc une image spontanément hyperdense d'allure lithiasique au niveau du tube digestif et la présence d'aérobilie, c'est-à-dire de l'air dans les voies biliaires qui est due à la fistule entre la voie biliaire et le tube digestif.
La prise en charge de l'iléus biliaire, elle est naturellement chirurgicale, et un syndrome particulier dans l'iléus biliaire, c'est le syndrome de Bouvray, qui est donc l'iléus pyloroduodénal dû à une fistule biliaire. Ensuite, le syndrome de Mirizzi, donc, qui est l'association d'une cholécystite aiguë et d'un ictère, mais d'un ictère qui n'est pas dû à un obstacle de la voie biliaire principale. Cet ictère, il est dû à une compression de la voie biliaire principale par un calcul très volumineux situé dans le canal cystique. Donc ça, c'est le syndrome de Mirizzi, et la prise en charge, elle est chirurgicale également. Très rapidement, pour illustrer l'iléus biliaire, une coupe axiale de scanner injectée, où l'on peut voir sur une seule et même coupe l'aérobilie, c'est-à-dire l'air dans les voies biliaires, qui est provoqué par la fistule biliodigestive, un jéjunum qui apparaît dilaté, et on voit donc en aval le calcul qui est enclavé avec une dilatation grélique d'amont. Toujours dans le domaine donc de la lithiase vésiculaire compliquée, la migration lithiasique, que l'on pourra évoquer donc devant un tableau associant une douleur de colique hépatique durant moins de 6 heures, une perturbation du bilan hépatique avec une cytolyse prédominante sur les alates, sans cholestase ni hyperbilirubinémie. On n'a pas de cholestase parce qu'elle n'a pas le temps de s'installer, parce que la migration, elle est rapide. Et échographiquement, donc, on peut retrouver une dilatation modérée de la voie biliaire principale, éventuellement la présence de petits calculs au sein de la voie biliaire, mais sans angiocolite. Cette migration lithiasique, en fait, ça correspond au passage d'un calcul au niveau de la voie biliaire principale, mais cette migration, elle est fugace, c'est pour ça que les douleurs ne durent pas longtemps, que la perturbation des transaminases, elle est rapide, et qu'on n'a pas de cholestase, pas d'hyperbilirubinémie. La prise en charge thérapeutique, c'est celle donc de la colique hépatique, c'est-à-dire proposer une cholécystectomie sans urgence à 1 mois ou 2 mois, afin d'éviter la survenue ultérieure d'une complication de type cholécystite, angiocolite, pancréatite. Parlons maintenant de l'angiocolite aiguë. Qu'est-ce qu'une angiocolite aiguë? C'est une infection de la voie biliaire principale. Elle est le plus souvent due à un obstacle lithiasique de la voie biliaire principale, mais il existe d'autres origines. Cliniquement, on évoquera la triade de Charcot, qui est l'installation successive d'une douleur, puis d'une fièvre, puis d'un ictère, sur une durée maximum de 48 heures. Biologiquement, on retrouvera une perturbation du bilan hépatique, avec une cytolyse qui prédomine généralement sur les alates, une cholestase puisqu'on a un obstacle installé au niveau de la voie biliaire principale, et une hyperbilirubinémie puisque l'évacuation de la bile par le sphincter d'Oddi ne peut plus se faire. Au niveau du syndrome inflammatoire, on retrouvera une hyperleucocytose APNN avec une augmentation de la CRP et éventuellement d'autres signes de complications, parce que l'angiocolite, c'est quand même une infection qui est assez sérieuse. Donc on pourra retrouver une insuffisance rénale aiguë, des signes de CIVD qui sont, je vous rappelle, la thrombopénie par consommation, la baisse de tous les facteurs de la coagulation, la baisse du fibrinogène alors même qu'on a un syndrome inflammatoire, ce qui est paradoxal, l'augmentation des dédimères et également la présence de produits de dégradation de la fibrine. Ensuite, on peut également retrouver des signes de pancréatite aiguë. Au niveau de l'imagerie, il faut simplement réaliser une échographie qui permet de retrouver une dilatation de la voie biliaire principale, éventuellement avec un obstacle enclavé de la voie biliaire principale. Le fait qu'on ait une vésicule lithiasique est également un argument supplémentaire. On peut retrouver donc des signes d'inflammation des parois de la des parois de la voie biliaire principale. Le scanner peut également être réalisé si l'échographie n'est pas accessible, mais avec donc un risque de majoration de l'insuffisance rénale et en prenant également le risque de passer à côté de certains calculs puisque le scanner est un mauvais examen pour la détection des calculs. Par contre, on pourra voir la dilatation de la voie biliaire principale. Pour chercher des calculs, on pourra réaliser une bili-IRM, mais ce n'est pas un examen qui est adapté au contexte urgent de l'angiocolite. On peut également réaliser une écho-endoscopie plus ou moins suivie d'une CPRE qui permettra la prise en charge thérapeutique de l'angiocolite si elle est confirmée. Alors, quelle prise en charge faut-il proposer lorsqu'on est face à une angiocolite aiguë? Tout simplement, donc, le traitement médical, c'est celui de la cholécystite aiguë, c'est-à-dire on remplit les patients, on met les antibiotiques et on les adapte secondairement donc, aux hémocultures ou aux prélèvements qui sont faits pendant la CPRE. Ensuite, le traitement interventionnel à proposer, idéalement, c'est la CPRE. Cette CPRE, elle sera réalisée généralement dans les 24 heures, ce qui est difficilement réalisable en pratique clinique, donc dans les 24-72 heures, mais retenir 24 heures pour le CN, et elle sera également réalisée en urgence en cas de choc septique. Enfin, on peut également, dans les cas où la CPRE n'est pas accessible, par exemple si la salle n'est pas disponible, si l'opérateur n'est pas disponible, demander au radiologue la réalisation d'un drainage percutané avec repérage
scanographique. C'est à proposer chez les patients qui sont instables avec une CPRE non accessible. Le patient aura un drain extériorisé à la peau et il faudra bien penser à les supplémenter donc par bicarbonate de sodium car la bile est riche en bicarbonate et ces bicarbonates ne seront pas réabsorbés au niveau du tube digestif puisque la bile donc va être extériorisée dans un drain extérieur. Donc pour éviter une acidose métabolique, on pense bien les supplémenter en bicarbonate. Concernant la CPRE, il est indispensable de retenir que cet examen il n'est quasiment plus que thérapeutique. D'autres techniques d'imagerie, comme la bili-IRM et l'écho-endoscopie, l'ont surpassé sur le plan diagnostique car n'ont quasiment pas de complications. La CPRE permet l'opacification de la voie biliaire par injection de produits de contraste iodés directement dans la voie biliaire principale après cathétérisation de la papille duodénale. Elle permet également l'ablation de calcul de la voie biliaire principale ou du canal pancréatique commun. Dans les sténoses des voies biliaires, elle permet d'appareiller les voies biliaires à l'aide de prothèses métalliques ou plastiques pour permettre de lever l'obstacle. C'est en revanche un geste qui n'est pas anodin, il est réalisé sous anesthésie générale et il existe un risque de pancréatite aiguë qui sont généralement des pancréatites graves, d'infection, cholécystite, angiocolite, d'hémorragie due à l'incision du sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique et enfin risque de perforation duodénale. Très rapidement quelques images pour illustrer donc l'évacuation des calculs par sphinctérotomie endoscopique. Donc vous avez sur l'image de gauche la papille au niveau du deuxième duodénum. Au niveau de l'image du milieu, on a un calcul en cours d'extraction après réalisation d'une sphinctérotomie, c'est-à-dire la coupe endoscopique du sphincter hépatico-pancréatique. Et l'image de droite, donc, où l'on voit le calcul au sein du duodénum et la papille qui a été sphinctérotomisée sans saignement. Pour finir, très rapidement, la conduite à tenir devant une lithiase de la voie biliaire principale asymptomatique. Deux possibilités de découverte, soit on a fait une imagerie pour un autre motif et le radiologue nous dit « Ah bah la voie biliaire est un petit peu dilatée et on dirait qu'il y a un calcul à l'intérieur », ou alors l'exploration d'une perturbation du bilan hépatique chez un patient qui n'a pas particulièrement de symptômes et pour lequel on programme une écho-endoscopie haute ou une bili-IRM à distance. Du coup, la prise en charge à proposer, puisqu'on a quand même un calcul au niveau de la voie biliaire principale, ça veut dire qu'on a quand même une vésicule lithiasique et donc un risque ultérieur de cholécystite, d'angiocolite ou de pancréatite notamment. Donc il faudra proposer une prise en charge, soit on fait une cholécystectomie et dans la suite on fait une CPRE pour enlever le calcul, soit on fait une cholécystectomie avec une exérèse chirurgicale du calcul après réalisation d'une cholangiographie péropératoire, soit on fait d'abord la CPRE et ensuite on fait la cholécystectomie, idéalement dans les 72 heures. Il n'y a pas vraiment de conduite à tenir spécifique, les trois options sont valables et elles dépendent de l'habitude de chaque centre.